Le cri a traversé la salle comme un coup de tonnerre. 3 mots qui ont figé les 50 convives réunis pour le gala annuel de la pâtisserie lyonnaise. 3 mots prononcés par un enfant en haillons qui n'aurait jamais dû se trouver là. Ne mange pas ça. Marguerite Delacroix, 52 ans de métier et 30 ans à la tête de la Maison Dorée, a suspendu son geste. La cuillère dorée qu'elle tenait était à quelques centimètres de ses lèvres, prête à goûter sa nouvelle création devant le jury du concours national. Autour d'elle, le silence était si épais qu'on entendait le crépitement des bougies. L'enfant se tenait près de la porte de service, les cheveux emmêlés, les vêtements trop grands pour son corps maigre. Derrière lui, une petite fille aux yeux immenses le tirait par la manche, terrifiée. Les agents de sécurité se précipitaient déjà vers eux. Ce que personne ne savait encore, c'est que ce garçon de 10 ans venait de sauver bien plus qu'un simple dessert. Il venait de mettre au jour une trahison qui rongeait la Maison Dorée depuis des mois. Et surtout, il portait en lui un secret que Marguerite elle-même ignorait, un lien de sang qui changerait le cours de plusieurs vies. Cette nuit-là, dans les cuisines les plus prestigieuses de Lyon, la vérité allait surgir là où personne ne l'attendait. Et Marguerite Delacroix, la femme qui croyait tout maîtriser, découvrirait que certains ingrédients de sa propre histoire lui avaient été cachés depuis toujours. Si ces mots résonnent en vous, c'est peut-être parce que vous connaissez le prix des secrets familiaux et la douleur des vérités qu'on découvre trop tard. Cette chaîne existe pour partager ces histoires qui nous rappellent que derrière chaque façade parfaite se cache une humanité fragile. Si vous sentez que ce récit vous parle, restez avec nous. Chaque histoire ici est un miroir de nos propres vies. Je m'appelle Marguerite Delacroix et j'ai consacré ma vie entière à l'art de la pâtisserie. Depuis l'âge de 22 ans, mes mains ont façonné des milliers de gâteaux, de tartes de macarons et de pièces montées dans les cuisines de la Maison Dorée, la boutique que ma mère Hélène avait fondée dans le quartier des Brotteaux à Lyon. Cette nuit-là, celle du gala annuel, j'étais au sommet de ma carrière. Le concours national de pâtisserie représentait l'aboutissement de 30 années de travail acharné. Mon équipe avait préparé pendant des semaines une création inédite, une tarte aux fruits rouges revisitée avec une mousse au champagne et un biscuit aux amandes torréfiées. Le jury était composé des plus grands noms de la gastronomie française. Tout était parfait. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand le cri de l'enfant a retenti, mon premier réflexe a été l'agacement. Qui avait laissé entrer un gamin des rues dans un événement aussi prestigieux? Les agents de sécurité se précipitaient déjà, prêts à l'expulser sans ménagement. Mais quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Ce n'était pas le cri d'un enfant qui cherche l'attention. C'était un avertissement désespéré. J'ai reposé la cuillère et j'ai fait signe aux agents de s'arrêter. Attendez, laissez-le parler. Le garçon tremblait de tout son corps. Ses yeux, d'un vert intense, me fixaient avec une urgence que je n'avais jamais vue chez un enfant de cet âge. Derrière lui, la petite fille qu'il tenait par la main ne disait pas un mot. Elle se contentait de le regarder, comme si lui seul pouvait la protéger du monde entier. Je lui ai demandé son nom. « Léo », a-t-il répondu d'une voix rauque. Et elle, c'est Emma, ma sœur. Les murmures ont envahi la salle. Certains invités ricanaient, d'autres s'indignaient. Mon sous-chef, Vincent Marchand, s'est approché avec un sourire condescendant. « Madame Delacroix, ce n'est qu'un petit vagabond. Il cherche probablement de la nourriture. Laissez-moi m'en occuper. » Mais j'ai vu quelque chose dans le regard de Léo à cet instant précis. Une lueur de peur mêlée de défi quand il a croisé les yeux de Vincent. C'était fugace, presque imperceptible, mais j'ai passé ma vie à observer les détails. Et ce détail-là m'a glacé le sang. « Pourquoi ne devrais-je pas manger ça ?» ai-je demandé en m'agenouillant à sa hauteur. Léo a hésité, regardant autour de lui comme s'il cherchait une issue de secours. « Je l'ai vu », a-t-il finalement murmuré. « Lui, il a pris des photos de vos papiers, et il a mis quelque chose dans la crème, quelque chose qui n'était pas normal. » Vincent a éclaté de rire, mais son rire sonnait faux. « C'est ridicule. Ce gamin délire. Il a probablement fouillé dans nos poubelles et veut se rendre intéressant. » J'ai regardé mon sous-chef, cet homme que j'avais formé pendant 8 ans, en qui j'avais une confiance absolue. Puis, j'ai regardé Léo, cet enfant des rues qui n'avait rien à gagner en mentant. Et j'ai fait le choix qui allait changer ma vie. J'ai demandé qu'on analyse le dessert immédiatement. Le président du jury, un homme corpulent aux sourcils broussailleux, a protesté avec véhémence.
Cette interruption était sans précédent. Le règlement du concours ne prévoyait rien de tel. Mais j'ai tenu bon. Si ce garçon a raison, quelqu'un a tenté de saboter ma création. Si j'ai tort, je me retirerai du concours avec mes excuses les plus sincères. Vincent me regardait avec une expression que je ne lui connaissais pas. Ses yeux habituellement placides s'étaient durcis. Il protestait, insistant sur le fait que c'était une perte de temps, que j'humiliais notre équipe devant toute la profession. Le résultat de l'analyse est arrivé 2 heures plus tard, alors que les invités patientaient dans un brouhaha d'impatience et de curiosité. Le verdict était sans appel. La crème contenait une substance amère, probablement de l'extrait de coloquinte, qui aurait provoqué des vomissements violents chez quiconque l'aurait ingéré. Pas mortel, mais suffisant pour ruiner ma réputation et celle de la Maison Dorée. Le scandale a éclaté comme une bombe. Les journalistes ont surgi de nulle part, les flashs crépitaient, les questions fusaient. Vincent a été emmené pour interrogatoire par la police. Et moi, je suis resté là, au milieu du chaos, tenant la main de 2 enfants que je ne connaissais pas il y a 3 heures. « Comment savais-tu » ai-je demandé à Léo quand le calme est enfin revenu. Il a baissé les yeux, visiblement mal à l'aise. « Emma et moi, on dort parfois près de votre restaurant, derrière, dans le passage couvert. C'est chaud quand les fours sont allumés. Cette nuit, je suis entré par la fenêtre de la réserve pour chercher à manger. Et je l'ai vu, lui, votre cuisinier. Il photographiait des papiers dans votre bureau. Et après, il a versé un liquide dans un pot de crème. Je ne savais pas ce que c'était, mais son visage. Il avait l'air méchant, comme quelqu'un qui fait une mauvaise chose. J'ai senti mon cœur se serrer. Ces enfants vivaient dans la rue, à quelques mètres de ma boutique, et je n'avais jamais rien remarqué, trop occupé par mes créations, mes concours, ma réputation. Depuis combien de temps dormez-vous là ? Léo a haussé les épaules. Quelques mois, depuis que maman est partie. Partie où ? Au ciel, a murmuré Emma. C'était la première fois qu'elle parlait. Sa voix était si faible que j'ai dû me pencher pour l'entendre. Maman est partie au ciel et elle ne revient plus. J'ai regardé ces 2 enfants, sales, affamés, orphelins. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti autre chose que l'obsession de la perfection culinaire. J'ai ressenti de la honte. La honte de ne pas avoir vu ce qui se passait sous mes yeux. Cette nuit-là, je les ai emmenés chez moi, pas dans un foyer d'accueil, pas à la police. Chez moi. Dans mon appartement du 6e arrondissement, celui que je n'avais pas pris le temps de décorer depuis la mort de ma mère 5 ans plus tôt. Je ne savais pas encore que cette décision allait révéler des secrets que ma propre famille m'avait cachés pendant des décennies. Les jours suivants ont été un tourbillon de confusion et de révélations. Vincent Marchand a été libéré faute de preuves suffisantes pour une mise en examen. L'analyse avait confirmé le sabotage, mais aucun témoin direct n'avait vu Vincent verser quoi que ce soit dans la crème. Léo, étant un enfant de la rue sans papiers officiels, n'était pas considéré comme un témoin fiable par la justice. J'étais furieuse. Cet homme avait tenté de détruire ma réputation, et il allait s'en tirer. Mais ce n'était pas ma seule préoccupation. Léo et Emma s'étaient installés chez moi, provisoirement, le temps que les services sociaux trouvent une solution. La travailleuse sociale, une femme sévère nommée Madame Blanchard, m'avait prévenu que la situation ne pouvait pas durer. Ses enfants avaient besoin d'un foyer stable, pas d'une pâtissière célibataire qui travaillait 14 heures par jour. Je savais qu'elle avait raison. Et pourtant, quelque chose me poussait à les garder près de moi. Emma ne parlait presque jamais. Elle passait ses journées à dessiner, assise dans un coin de mon salon, traçant des formes abstraites avec une concentration intense. Léo, en revanche, était curieux de tout. Il me suivait dans la cuisine, observait mes gestes, posait des questions sur les ingrédients et les techniques. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de transmettre quelque chose à quelqu'un. Un matin, alors que je préparais une pâte feuilletée, Léo m'a posé une question qui m'a déstabilisé. « Vous avez des enfants, madame ?»« Non, » ai-je répondu après un silence. « Je n'en ai jamais eu. »« Pourquoi ?» J'ai cessé de pétrir la pâte, cherchant une réponse que je ne m'étais jamais vraiment posée. Je suppose que j'étais trop occupé avec mon travail. Et puis, il faut être 2 pour faire des enfants. Je n'ai jamais trouvé la bonne personne. Léo a hoché la tête, comme s'il comprenait parfaitement. Maman disait que notre papa était parti avant qu'on naisse.
Elle disait qu'il ne voulait pas de nous. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Un père qui abandonne ses enfants avant même leur naissance. Quelle sorte d'homme pouvait faire une chose pareille? Tu te souviens de quelque chose sur lui? Léo a secoué la tête. Non. Maman ne parlait jamais de lui. Elle disait juste qu'il avait fait de mauvais choix et qu'il était très loin. J'ai repris mon travail, mais mon esprit vagabondait. Ces enfants avaient vécu des choses que je ne pouvais qu'imaginer. Et malgré tout, ils gardaient une lumière dans leurs yeux, une résilience qui me fascinait. Ce soir-là, j'ai reçu un appel qui allait tout compliquer. Mon frère Thomas voulait me voir. Thomas. Le nom que je n'avais pas prononcé depuis 10 ans. Le frère que ma mère avait banni de notre vie après ses multiples rechutes dans l'addiction et ses escroqueries. Le frère qui avait failli ruiner la Maison Dorée en détournant de l'argent quand il y travaillait encore. J'ai raccroché sans répondre. Mais je savais qu'il ne s'arrêterait pas là. Thomas est apparu devant la Maison Dorée 3 jours plus tard. Je l'ai vu à travers la vitrine, debout sur le trottoir, les mains dans les poches de son manteau usé. Il avait vieilli. Ses cheveux, autrefois bruns, étaient parsemés de gris. Son visage portait les marques de années difficiles. Mais ses yeux, eux, n'avaient pas changé. Ce même regard fuyant, cette même expression de quelqu'un qui calcule toujours son prochain coup. J'ai failli lui fermer la porte au nez, mais quelque chose m'a retenu. Peut-être la curiosité, peut-être le besoin de comprendre pourquoi il ressurgissait maintenant, après tant d'années de silence. « Marguerite, a-t-il dit en entrant, tu as l'air en forme. »« Qu'est-ce que tu veux, Thomas ?» Il a regardé autour de lui, observant les vitrines remplies de pâtisseries, les clients qui faisaient à la queue, les employés affairés. La boutique a bien prospéré. Maman serait fière. Ne parle pas de maman. Tu n'as pas le droit. Thomas a souri, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. J'ai entendu parler de ton petit incident au concours. Le sabotage. C'est malheureux. J'ai senti mon sang se glacer. Comment savait-il ? L'affaire avait fait du bruit dans le milieu de la gastronomie, mais pas au point d'atteindre quelqu'un qui vivait en marge de la société. Qu'est-ce que tu sais là-dessus ? Thomas s'est approché du comptoir, faisant mine d'examiner les tartes aux fruits. Disons que j'ai des informations qui pourraient t'intéresser. Ton sous-chef, Vincent, n'agissait pas seul. Il avait un commanditaire, quelqu'un qui lui versait de l'argent pour photographier tes recettes et saboter tes créations. Qui ? Thomas a levé les yeux vers moi et j'ai vu quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. De la peur. Des gens dangereux, Marguerite. Des gens à qui je dois beaucoup d'argent. Ils voulaient racheter la Maison Dorée à bas prix après ta chute. Et moi, j'étais leur intermédiaire. J'ai reculé d'un pas, submergé par la colère et l'incrédulité. Tu as fait ça ? Tu as payé Vincent pour me détruire ? Thomas a levé les mains en signe de défense. Je n'avais pas le choix. Ces gens m'auraient tué si je n'avais pas coopéré. Mais maintenant, les choses ont changé. Le plan a échoué grâce à ce gamin qui t'a prévenu. Et ils sont furieux, contre moi. Je me suis approché de lui, tremblante de rage. « Sors d'ici. Sors et ne reviens jamais. Attends, Marguerite. Il y a autre chose, quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que maman m'a dit avant de mourir. J'ai hésité. Ma mère était morte 5 ans plus tôt, d'un cancer foudroyant. Thomas n'était pas venu à l'enterrement. Je l'avais haï pour ça. Elle m'a parlé d'un secret, a-t-il continué. Un secret qu'elle a gardé toute sa vie. Ça te concerne, ça concerne ses enfants que tu héberges. Ce qui vient d'être révélé change tout ce que Marguerite croyait savoir sur sa propre famille. Si vous aussi avez connu le poids des secrets qui surgissent au moment où on s'y attend le moins, restez avec nous pour découvrir la suite de ce récit. Les paroles de Thomas résonnaient dans ma tête comme un écho impossible à faire taire. Un secret concernant Léo et Emma ? Comment ma mère aurait-elle pu connaître ces enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés ? J'ai congédié Thomas sans lui laisser le temps de s'expliquer davantage. J'avais besoin de réfléchir, de comprendre. Mais ces mots avaient semé une graine de doute qui ne cessait de grandir. Cette nuit-là, incapable de dormir, j'ai fouillé dans les affaires de ma mère que j'avais entreposées dans un placard depuis sa mort. Des boîtes remplies de vieilles photos, de lettres, de documents administratifs que je n'avais jamais pris le temps de trier. Et au fond de la dernière boîte, j'ai trouvé une enveloppe scellée, adressée à mon nom, avec la mention
à ouvrir après ma mort. Mes mains tremblaient en déchirant le papier. La lettre était datée de 3 mois avant le décès de ma mère. Son écriture, autrefois si élégante, était devenue tremblante, difficile à déchiffrer. Ma chère Marguerite, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là pour te dire la vérité en face. Et je m'en excuse, j'aurais dû avoir ce courage de mon vivant, mais la honte m'en a empêché. Tu sais que ton frère Thomas a toujours été difficile. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a 12 ans, avant sa dernière rechute, il a eu une relation avec une femme nommée Claire Moreau. Cette femme est tombée enceinte. 2 jumeaux. Thomas a refusé de les reconnaître. Il a fui ses responsabilités, comme toujours. Claire a élevé les enfants seuls, dans la pauvreté, sans jamais demander d'aide. J'ai appris leur existence il y a 5 ans, par hasard, en croisant Claire dans un marché de la Croix-Rousse. Elle m'a tout raconté. Les difficultés, la maladie qui la rongeait, la peur pour l'avenir de ses enfants. Je lui ai donné de l'argent, en secret. Je ne t'en ai jamais parlé parce que je ne voulais pas rouvrir les blessures liées à Thomas. Mais maintenant que je pars, je dois te dire la vérité. Ces enfants, Léo et Emma, sont tes neveux. Le sang de notre famille coule dans leurs veines. Si un jour tu les rencontres, si le destin vous réunit, sache qu'ils font partie de toi autant que de moi. Pardonne-moi de ne pas avoir été plus courageuse. Ta mère qui t'aime, Hélène. J'ai relu la lettre 3 fois, incapable d'en croire mes yeux. Léo et Emma, les enfants que j'hébergeais depuis des semaines, étaient les enfants de mon frère. Mes neveux. Le sang de ma mère. Le lendemain matin, j'ai observé Léo avec des yeux nouveaux. Ses cheveux bruns, ses yeux verts, la façon dont il penchait la tête quand il réfléchissait. C'étaient les traits de Thomas, je le voyais maintenant. Comment avais-je pu ne pas m'en rendre compte plus tôt? Mais que devais-je faire de cette information? Léo et Emma ignoraient tout de leur père. Pour eux, il n'était qu'un homme qui les avait abandonnés avant leur naissance. Devais-je leur révéler que cet homme était mon frère, que leur grand-mère les avait aimés en secret, que j'étais leur tante, et surtout, devais-je leur dire que Thomas était de retour et qu'il représentait peut-être un danger pour nous tous? J'ai gardé le silence pendant plusieurs jours, observant les enfants, réfléchissant à la meilleure façon de procéder. Léo continuait à m'aider en cuisine avec une passion grandissante. Emma dessinait toujours, mais ses dessins avaient changé. Elle ne traçait plus des formes abstraites, mais des maisons, des jardins, des familles souriantes. Comme si elle commençait à rêver d'un avenir différent. Un soir, alors que je bordais Emma dans le lit que j'avais installé pour elle dans la chambre d'amis, elle m'a regardé avec ses grands yeux sombres et a murmuré quelque chose que je n'oublierai jamais. Est-ce qu'on peut rester ici pour toujours? J'ai senti les larmes me monter aux yeux. On verra, ma puce, on verra. Mais au fond de moi, je savais déjà la réponse. La semaine suivante, Vincent Marchand a réapparu. Pas en personne, mais par le biais d'un courrier recommandé envoyé à la Maison Dorée. Une lettre de menace à peine voilée, exigeant une somme d'argent considérable en échange de son silence sur ce qu'il appelait des pratiques douteuses dans ma gestion de l'entreprise. Des mensonges, bien sûr. Mais des mensonges qui pouvaient faire du mal s'ils étaient répandus dans les médias. Vincent connaissait suffisamment les rouages de mon entreprise pour inventer des histoires crédibles. J'ai montré la lettre à mon avocat, Maître Dupont, un homme austère mais compétent qui gérait les affaires de ma famille depuis des décennies. C'est du chantage pur et simple, a-t-il déclaré après avoir lu. Nous pouvons porter plainte, mais la procédure sera longue et le mal sera peut-être fait avant que la justice ne tranche. Et si je refuse de payer, il essaiera probablement de mettre ses menaces à exécution. Des articles diffamatoires, des rumeurs sur les réseaux sociaux. Votre réputation pourrait en souffrir. J'ai serré les poings, furieuse de me retrouver dans cette situation. Il y a autre chose, ai-je dit. Mon frère Thomas est impliqué. C'est lui qui a engagé Vincent pour me saboter. Il travaillait pour des créanciers qui voulaient racheter ma boutique. Maître Dupont a froncé les sourcils. Thomas Delacroix, je croyais qu'il avait disparu depuis des années. Il est revenu, et je crois qu'il est dans de sérieux ennuis. Cette nuit-là, Thomas m'a appelé de nouveau. Sa voix était différente, plus pressante, presque suppliante. « Marguerite, ils vont me tuer si je ne leur donne pas l'argent. J'ai besoin de ton aide. » « Tu m'as trahi, Thomas. Tu as essayé de détruire tout ce que j'ai construit. Je sais, et je suis désolé, vraiment.
Mais tu es ma sœur. Tu es la seule famille qui me reste. J'ai failli raccrocher. Mais une pensée m'a arrêté. Léo et Emma. Ils étaient de la famille de Thomas aussi, même s'ils l'ignoraient probablement. Si je le laissais mourir, je priverais ses enfants de la possibilité de connaître un jour leur père, aussi imparfait soit-il. Combien leur dois-tu ? 50 000 €. La somme était énorme, mais pas impossible. C'était à peu près l'équivalent de mes économies personnelles. Je ne te donnerai pas cet argent, ai-je dit après un long silence. Mais je peux t'aider autrement, à une condition. Laquelle ? Tu vas te rendre à la police, tu vas leur raconter tout ce que tu sais sur ces créanciers et sur Vincent. Et tu vas témoigner contre eux. Thomas a ri amèrement. Si je fais ça, ils me retrouveront, même en prison. C'est le seul deal que je te propose. Prends-le ou laisse-le. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. D'accord, a-t-il finalement murmuré. Mais tu dois me promettre quelque chose en retour. Quoi ? Les enfants de Claire, Léo et Emma, je sais qu'ils sont avec toi, je sais que tu sais. Mon cœur s'est arrêté. Comment tu sais ? Maman me l'a dit aussi, avant de mourir. Elle m'a supplié de m'occuper d'eux, mais je n'étais pas en état. Je ne le suis toujours pas. Promets-moi que tu les protégeras. Promets-moi que tu seras leur famille. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. Je te le promets. La semaine qui a suivi a été la plus tumultueuse de ma vie. Thomas s'est rendu à la police, comme promis. Son témoignage a permis de démanteler un réseau de prêteurs véreux qui opérait dans la région lyonnaise depuis des années. Vincent Marchand a été arrêté pour chantage et complicité de sabotage. Les créanciers qui menaçaient Thomas ont été interpellés un par un, mais le prix à payer a été lourd. Les médias se sont emparés de l'affaire. Le frère de la célèbre pâtissière Marguerite Delacroix, au cœur d'un scandale de prêts illégaux. Les titres se succédaient, chacun plus sensationnel que le précédent. La file d'attente devant la Maison Dorée, habituellement longue de plusieurs mètres, s'est réduite à quelques clients fidèles. Les commandes pour des événements ont été annulées les unes après les autres. Mon avocat m'a conseillé de prendre mes distances avec Thomas, de publier un communiqué me désolidarisant de ses actions. Mais je n'ai pas pu. Il était mon frère. Et surtout, il était le père de Léo et Emma, même s'ils ne le savaient pas encore. Un soir, alors que je rentrais épuisé après une journée particulièrement difficile, Léo m'a abordé dans la cuisine. « Pourquoi les gens disent des méchancetés sur vous à la télé ?» Je me suis assise à la table, cherchant mes mots. Parce que mon frère a fait des erreurs, et les gens pensent que je suis comme lui. C'est injuste. Oui, c'est injuste. Léo s'est assis face à moi, son regard sérieux au-delà de son âge. « Votre frère, c'est l'homme qui est venu l'autre jour ? Celui qui vous a fait pleurer ?» J'ai hoché la tête, surprise qu'il ait remarqué. Maman disait que notre papa avait fait de mauvais choix. Elle disait qu'il était très loin. Mais je me demandais parfois s'il était vraiment loin, ou s'il était juste quelqu'un qu'on connaissait pas. Mon cœur s'est serré. Cet enfant était plus perspicace que je ne l'avais cru. « Léo, ai-je commencé, la gorge nouée, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose d'important. » Il m'a regardé sans ciller, attendant. Mon frère Thomas, celui qui est venu l'autre jour, c'est... Je me suis arrêté, incapable de continuer. Comment annoncer à un enfant de 10 ans que le père qui l'a abandonné est l'homme qu'il a vu quelques jours plus tôt? Comment lui expliquer que ce père est maintenant en prison, témoignant contre des criminels qui voulaient le tuer? « C'est notre papa, » a dit Léo à voix basse. « C'est ça que vous voulez me dire ?» J'ai écarquillé les yeux, stupéfaite. « Comment tu sais ?» Léo a sorti de sa poche une photo froissée, une photo que je n'avais jamais vue. On y voyait une femme jeune, blonde, tenant 2 bébés dans ses bras. À côté d'elle, un homme brun aux yeux verts souriait à l'objectif. Maman gardait cette photo cachée. Elle ne savait pas que je la connaissais. Et quand j'ai vu votre frère l'autre jour, j'ai reconnu son visage. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues. « Je suis désolé, Léo, tellement désolé. » Il m'a regardé avec une maturité qui m'a brisé le cœur. « Ce n'est pas votre faute, c'est la sienne. La vie nous place parfois devant des vérités que nous n'étions pas prêts à entendre. Ce que Léo vient de découvrir changera à jamais sa vision du monde. Si vous aussi avez connu le moment où un secret familial éclate au grand jour, restez avec nous pour découvrir comment cette famille improvisée va surmonter cette épreuve.
Les jours qui ont suivi la révélation ont été étrangement calmes. Léo avait encaissé la nouvelle avec une résilience qui me stupéfiait. Il ne posait pas de questions sur Thomas, ne demandait pas à le voir. Il se contentait de continuer sa vie, aidant en cuisine, veillant sur sa sœur, comme si rien n'avait changé. Emma, en revanche, avait régressé. Elle qui commençait à parler un peu plus, s'était de nouveau murée dans le silence. Ses dessins étaient redevenus sombres, abstraits, inquiétants. La psychologue que j'avais consultée m'a expliqué que c'était normal, que les enfants traumatisés réagissaient différemment aux nouvelles perturbantes. Un matin, Madame Blanchard, la travailleuse sociale, est venue me voir avec un dossier sous le bras. « Madame Delacroix, je dois vous parler de la situation des enfants. » Je l'ai invitée à s'asseoir, le cœur battant. « Nous avons terminé notre enquête, » a-t-elle commencé. La mère des enfants, Claire Moreau, est décédée il y a 8 mois d'un cancer. Elle n'avait pas de famille proche. Le père biologique, Thomas Delacroix, est actuellement incarcéré dans l'attente de son procès. Légalement, les enfants sont orphelins de fait. Qu'est-ce que ça signifie pour eux? Madame Blanchard a ouvert son dossier. Normalement, ils devraient être placés en foyer d'accueil. Mais étant donné que vous êtes leur tante biologique, vous avez la possibilité de demander leur tutelle légale. Si vous le souhaitez, bien sûr. J'ai senti un poids immense se soulever de mes épaules, immédiatement remplacé par un autre. Je le souhaite. Plus que tout. Ce ne sera pas simple, m'a-t-elle averti. Vous devrez prouver que vous pouvez leur offrir un environnement stable. Étant donné les récents scandales médiatiques liés à votre famille, certains juges pourraient hésiter. J'ai serré les poings. Je ferai tout ce qu'il faut. Les semaines suivantes ont été consacrées à la constitution du dossier de tutelle. J'ai dû fournir des preuves de mes revenus, de mon logement, de ma santé mentale. J'ai passé des entretiens avec des psychologues, des assistantes sociales, des juges. Chaque étape était un combat. Pendant ce temps, la Maison Dorée luttait pour survivre. Les ventes avaient chuté de 40%. 3 employés avaient démissionné, effrayés par les rumeurs et l'incertitude. Carmen, ma plus ancienne collaboratrice, était la seule à me soutenir sans faille. « On va s'en sortir », me répétait-elle chaque matin. « Les gens oublient vite. » Dans quelques mois, personne ne parlera plus de cette histoire. Je voulais la croire. Mais les factures s'accumulaient et les économies que j'avais prévues pour les enfants fondaient comme neige au soleil. Un soir, alors que je fermais la boutique, Léo m'a tendu une feuille de papier pliée en 4. « C'est pour vous », a-t-il dit timidement. J'ai déplié le papier. C'était un dessin d'Emma. On y voyait 3 personnages devant une maison. Une femme aux cheveux bruns, un garçon et une petite fille. Au-dessus, en lettres maladroites, était écrit un seul mot. « Famille ». J'ai serré le dessin contre mon cœur, les larmes aux yeux. Dis à ta sœur que c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Le jour de l'audience pour la tutelle est arrivé par un matin gris de novembre. Le tribunal de Lyon était un bâtiment imposant, au couloir froid et au plafond trop haut. Léo et Emma m'accompagnaient, vêtus des habits neufs que je leur avais achetés pour l'occasion. Léo serrait la main de sa sœur, le visage pâle, mais déterminé. Dans la salle d'audience, Maître Dupont m'a rejointe. Il avait préparé un dossier solide, avec des témoignages de Carmen, de la psychologue des enfants et même du chef Santiago Moreau, un ami de longue date qui avait accepté de parler en ma faveur. Mais l'avocat de l'État avait aussi préparé son dossier. Il a énuméré les scandales récents, la situation financière précaire de la Maison Dorée, les liens avec Thomas Delacroix, le frère criminel. Chaque argument était un coup de poignard. « Madame Delacroix », a demandé le juge, un homme âgé aux lunettes épaisses, « pouvez-vous garantir que les enfants seront en sécurité avec vous, étant donné les menaces que vous avez reçues et les difficultés de votre entreprise ?» Je me suis levé, les jambes tremblantes. « Monsieur le juge, je ne peux pas garantir que ma vie sera parfaite. Personne ne le peut. Ce que je peux garantir, c'est que j'aime ces enfants comme s'ils étaient les miens. Que je ferai tout pour les protéger, les éduquer, leur donner la stabilité qu'ils n'ont jamais eue. Ils ont perdu leur mère, leur père les a abandonnés. Je suis tout ce qu'il leur reste, et ils sont tout ce que j'ai. » Le juge a pris des notes, impassible. « L'audience va se poursuivre, a-t-il annoncé. Pendant les heures suivantes, des témoins ont défilé. Carmen a raconté comment Léo aidait en cuisine avec passion. La psychologue a expliqué les progrès d'Emma depuis qu'elle vivait avec moi.
Le chef Moreau a parlé de ma réputation dans le milieu culinaire, de mon intégrité, de mon dévouement. Et puis, à la fin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Emma s'est levée de sa chaise. Tout le monde s'est tu. La petite fille, qui ne parlait presque jamais, a traversé la salle d'un pas hésitant, jusqu'à se retrouver face au juge. « Monsieur », a-t-elle murmuré d'une voix à peine audible, « est-ce que Marguerite peut être notre maman ?» Le juge a ôté ses lunettes, visiblement ému. « Pourquoi veux-tu qu'elle soit ta maman ?» Emma a réfléchi un moment. « Parce qu'elle nous fait des gâteaux. Parce qu'elle nous lit des histoires, parce qu'elle ne nous crie jamais dessus. Et parce que quand j'ai peur la nuit, elle vient me tenir la main. » Un silence profond a envahi la salle. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. Le juge a regardé Emma pendant un long moment, puis il a regardé Léo, puis moi. « La cour rendra sa décision dans une semaine », a-t-il annoncé. Mais je peux vous dire, Madame Delacroix, que le témoignage de cet enfant parle plus fort que tous les dossiers du monde. La semaine d'attente a été la plus longue de ma vie. Chaque jour, je guettais le courrier, le téléphone, n'importe quel signe. Léo faisait mine de ne pas s'inquiéter, mais je voyais bien qu'il était tendu. Emma, elle, avait recommencé à parler un peu plus, comme si son intervention au tribunal avait brisé une barrière invisible. Le verdict est arrivé un vendredi après-midi, par courrier recommandé. J'ai ouvert l'enveloppe les mains tremblantes sous le regard anxieux de Léo et Emma. La tutelle légale de Léo et Emma Moreau est accordée à Marguerite Delacroix, ai-je lu à voix haute. Léo a poussé un cri de joie et s'est jeté dans mes bras. Emma a suivi, nous enveloppant tous les trois dans une étreinte maladroite mais sincère. Je pleurais, il pleurait, et pour la première fois depuis des mois, c'étaient des larmes de bonheur. Les semaines suivantes ont été consacrées à la reconstruction. La Maison Dorée a rouvert ses portes, avec une nouvelle équipe réduite mais dévouée. Les clients sont revenus, lentement, attirés par la qualité constante de nos pâtisseries, et peut-être aussi par la curiosité de voir cette chef qui avait tout risqué pour 2 enfants des rues. Thomas a été condamné à 3 ans de prison. Il m'a écrit une lettre depuis sa cellule, me remerciant d'avoir tenu ma promesse. Il a demandé si, un jour, il pourrait voir ses enfants. J'ai gardé la lettre sans répondre. Ce n'était pas à moi de décider, mais à Léo et Emma, quand ils seraient prêts. Le concours de pâtisserie que j'avais dû abandonner l'année précédente a eu lieu de nouveau. Cette fois, je n'y ai pas participé. J'avais d'autres priorités. Un dimanche de printemps, nous sommes allés au parc de la Tête d'Or, tous les 3. Léo courait après les canards, Emma dessinait les fleurs, et moi, je les regardais en me demandant comment ma vie avait pu changer si radicalement en quelques mois. « Tu es heureuse ?» m'a demandé Léo en revenant s'asseoir à côté de moi. J'ai souri, plus que je ne l'ai jamais été. Il a hoché la tête, satisfait, moi aussi. Emma s'est approchée avec son carnet de dessin. Elle l'a ouvert à une page qu'elle venait de terminer. C'était un portrait de nous 3, devant la Maison Dorée, avec un soleil radieux au-dessus de nos têtes. « C'est notre maison maintenant », a-t-elle dit. « Oui, ma puce, c'est notre maison. » Ce soir-là, en bordant Emma dans son lit, elle m'a regardé avec ses grands yeux sombres. « Marguerite ? Oui, ma chérie ? Je peux t'appeler maman ?» J'ai senti mon cœur exploser de bonheur et de douleur mêlée. « Si tu le veux, oui, tu peux m'appeler maman. » Elle a souri, un vrai sourire, le premier depuis que je la connaissais. « Bonne nuit, maman. »« Bonne nuit, ma fille. » Je suis resté longtemps à la regarder dormir, cette petite fille qui avait perdu tant de choses et qui avait trouvé, contre toute attente, une nouvelle famille. Si cette histoire vous a touché, c'est peut-être parce que vous connaissez, vous aussi, le pouvoir des liens qui se tissent au-delà du sang. La famille que nous choisissons est parfois plus forte que celle qui nous est donnée. Et parfois, c'est dans les moments les plus sombres que naissent les lumières les plus éclatantes. Cette chaîne existe pour rappeler que derrière chaque cri d'alarme peut se cacher un ange gardien. Et que derrière chaque pâtisserie se cache une histoire d'amour. Votre présence ici compte. Votre émotion compte. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous regarderez autrement l'enfant qui fouille dans une poubelle ou qui dort dans un coin de rue. Car chacun de nous porte en lui le pouvoir de changer une vie. Il suffit parfois d'un geste, d'un regard, d'une main tendue.